Un enfant vit dans une cabane au milieu de la jungle. C'est la pauvreté, la famille survit à peine en mangeant des bananes et des racines. Un jour, son père abandonne la famille après avoir cuisiné leur chien, ce qui le traumatise. Il décide donc de fuir à 14 ans, dort dans la rue et enchaîne les petits boulots pour survivre. Mais malgré tout, il refuse de perdre espoir. Son nom, Manny Pacquiao. Il deviendra le seul boxeur de l'histoire à remporter des titres mondiaux dans 8 catégories de poids différentes. Quand il rejoint General Santos, il ne pèse que 40 kilos. C'est son oncle maternel qui l'emmène pour la première fois dans un petit gymnase délabré. Et c'est là qu'il découvre quelque chose qui va tout changer, la boxe. Chaque coup qu'il balance, c'est la survie de sa famille qui est en jeu. Au début, il gagne 2 $ par combat, mais il continue, il s'accroche parce qu'il a compris un truc. La boxe, c'est sa seule issue. À 16 ans, il prend une décision folle, quitter sa ville pour Manille, en espérant trouver de meilleurs entraînements. Dans cette capitale grouillante, il affine sa technique jour après jour, coup après coup. 3 ans plus tard, en 1998, il décroche son premier titre mondial WBC des poids mouches contre le Thaïlandais Chatchei Sasakul. Il a 20 ans et il commence à se faire un nom, mais le vrai tournant de sa carrière, c'est en 2001. Quand Pacquiao est en vacances en Californie, un pote lui conseille d'aller faire un tour au Wildcard Boxing Club de Hollywood. Là-bas, il rencontre Freddie Roach, un entraîneur légendaire. Roach lui fait tenir les pattes d'ours et la connexion est immédiate. Quelques semaines plus tard, Pacquiao remplace un boxeur à la dernière minute. Il a 2 semaines pour se préparer. Son adversaire, Lelo Ledwaba, champion IBF des super poids coqs. Résultat, Pacquiao le démonte au 6e round. Ce jour-là, tout bascule. Avant de bosser avec Roach, Pacquiao était un combattant unidimensionnel. Dangereux avec sa main gauche, mais prévisible. Sous la tutelle de Roach, il devient un boxeur à 2 mains, capable d'attaquer depuis tous les angles possibles. Nous ne travaillons pas comme boxeurs et entraîneurs, nous travaillons comme une famille, comme des amis ou des frères. La vitesse de Pacquiao devient légendaire. Ses mains sont surnaturelles, avant même que son adversaire soit prêt à lancer un coup, Pacquiao l'a déjà touché plusieurs fois. Ses coups sont aveuglants, ils viennent de partout. Et chaque frappe porte l'intention de mettre fin au combat instantanément. Mais ce n'est pas que ses mains. Ses pieds sont tout aussi rapides, il peut atteindre n'importe quel endroit du ring en un instant. Pacquiao affronte Marco Antonio Barrera à l'Alamodome de San Antonio. Il le stoppe par TKO au 11e round et décroche le titre des poids plumes. Cette victoire l'établit comme une star mondiale. Mais Pacquiao s'est aussi forgé une légende en affrontant les 3 plus grands boxeurs mexicains de sa génération. Eric Morales, 3 combats, 1 défaite, 2 victoires. Juan Manuel Marquez, 4 combats épiques, 2 victoires, 1 défaite, 1 nul. Et Marco Antonio Barrera, 2 victoires. Au MGM Grand de Las Vegas, Pacquiao réalise l'un des plus grands exploits de sa carrière. Il démonte Oscar de la Hoya de bout en bout, The Golden Boy ne peut pas répondre à la cloche pour le 9e round. TKO, victoire écrasante. Pacquiao inflige un knockout dévastateur à l'invaincu britannique Ricky Hatton. 2e round, crochet gauche foudroyant, KO. Il bat aussi Miguel Cotto par TKO au 12e round, décroche le titre WBO des poids welter et devient le premier boxeur à remporter 7 titres mondiaux dans 7 catégories de poids différentes. Un putain de record. Mais il reste le plus grand de tous, le combat du siècle. Au MGM Grand de Las Vegas a lieu l'affrontement le plus attendu de l'histoire de la boxe. Floyd Mayweather Jr. contre Manny Pacquiao. Le combat établit des records financiers astronomiques, 4,4 millions de ventes pour regarder le combat à la télé à 100 $ l'unité. Environ 600 millions de dollars de recettes totales. Mayweather et Pacquiao se partagent respectivement 250 et 130 millions de dollars. Alors, si Mayweather l'emporte par décision unanime, le combat est largement considéré comme décevant. Pacquiao révèle après coup qu'il était limité par une blessure à l'épaule droite. Le spectacle attendu n'a pas eu lieu. En parallèle de sa carrière sportive, Pacquiao se lance en politique aux Philippines. Il sera élu sénateur, puis termine 3e des élections présidentielles avec 6,81% des voix. Et tout récemment, il a été officiellement intronisé au International Boxing Hall of Fame, dès sa première année d'éligibilité, devenant ainsi le 3e boxeur philippin à recevoir cet honneur. La réfugiée qui a sauvé 18 vies avant de nager au JO. Cette petite fille grandit dans une famille où l'eau, c'est sacré. Son père est entraîneur de natation et pour lui, pas question que ses filles passent à côté de ce sport. Alors, elles passent leur enfance dans les bassins. Cet entraînement par semaine et très vite, Yusra montre qu'elle a du talent. Un vrai talent. À 14 ans à peine, elle représente déjà la Syrie au championnat du monde de natation. Elle nage le 200 mètres 4 nages, le 200 mètres et le 400 mètres nage libre. Son rêve, les Jeux Olympiques. Nager pour son pays, décrocher une médaille,
sauf qu'en 2011, la Syrie bascule dans la guerre civile. Et petit à petit, tout s'effondre. Les bombardements, les tirs, l'insécurité permanente. À 13 ans, Yousra vit déjà au milieu du chaos. Elle continue de nager, mais l'entraînement devient de plus en plus compliqué. Parfois, il faut courir se mettre à l'abri en pleine séance parce que ça bombarde à côté. Et puis un jour, ça arrive. Une bombe pulvérise la piscine de Damas, où elle s'entraîne. Pour ses parents, c'est le déclic, il n'y a plus d'avenir ici. Plus de sécurité et plus de rêve olympique possible en Syrie. Il faut partir, coûte que coûte. Leurs parents leur donnent une mission claire, rejoindre l'Allemagne avant que Yousra soit majeur. Comme ça, ils pourront demander un regroupement familial. Le plan, vol vers Istanbul via Beyrouth, puis le bus jusqu'à la côte turque à Izmir, et là, traverser la Méditerranée en bateau clandestin vers la Grèce. Alors, elle monte à bord d'un petit bateau pneumatique, prévu pour 6 personnes maximum, sauf qu'ils sont 20 à s'entasser dedans. Des familles entières, des gens désespérés comme elle. La traversée vers l'île grecque de Lesbos commence, tout le monde prie pour que ça se passe bien, et puis le moteur lâche. En pleine nuit, en pleine mer, le bateau commence à prendre l'eau. Les passagers paniquent, sur les 20 personnes à bord, seulement 3 savent nager. Yousra, sa sœur Sarah et un autre réfugié. C'est là que Yousra prend la décision la plus dingue de sa vie. Elle se jette à l'eau, sa sœur aussi, dans les eaux glacées de la Méditerranée, et elles attrapent les cordes du bateau et se mettent à nager. Yousra se disait, c'est quand même dingue, je suis nageuse et je vais mourir dans la mer. Mais pendant plus de 3 heures, elle tire ce bateau vers la rive. Elle maintient l'embarcation à flot et elle sauve 18 vies. Mais l'aventure est loin d'être terminée. Après la Grèce, il faut traverser la Macédoine, puis la Serbie, la Hongrie, l'Autriche, des semaines de marche, d'insécurité, de peur. Les 2 sœurs affrontent les violences, les arrestations policières et les menaces. Mais elles tiennent bon, parce qu'elles ont un seul objectif, Berlin. Quand elles arrivent enfin en Allemagne, elles demandent l'asile politique, qui leur est accordé. Yousra et Sarah sont officiellement réfugiées à Berlin. Pour Yousra, c'est un nouveau départ, mais pas question d'abandonner son rêve. Elle n'a pas nagé pendant 2 ans à cause de la guerre, alors ses muscles ont perdu l'habitude. Sa technique s'est émoussée, mais elle a toujours cette flamme en elle, et ce besoin de plonger dans l'eau. Alors, elle trouve un club, le Wasserfront Spandau 04. Un entraîneur, Sven Spanekrebs, accepte de la coacher, et là, elle apprend une nouvelle qui va tout changer. Le comité international olympique vient de créer pour la première fois de l'histoire une équipe olympique des réfugiés pour les Jeux de Rio 2016. Une équipe pour représenter les 60 millions de réfugiés dans le monde. Une équipe sans drapeau national, mais avec un message universel. Yousra a une chance, une seule, de réaliser son rêve olympique. Alors elle s'entraîne comme une dingue. Et en février 2016, elle est sélectionnée. Yousra Mardini va aux Jeux olympiques. Yousra entre dans le stade aquatique de Rio. Elle a 18 ans. Elle porte la tenue de l'équipe olympique des réfugiés, pas de drapeau syrien, mais un symbole bien plus fort. Elle nage pour tous ceux qui ont fui, pour tous ceux qui ont survécu, pour tous ceux qui n'ont pas abandonné. Elle participe aux 100 mètres papillon et aux 100 mètres au nage libre. Est-ce qu'elle décroche une médaille? Non, son temps ne lui permet pas de se qualifier pour les demi-finales. Mais est-ce que ça compte vraiment? Parce que là, elle a vraiment déjà tout gagné. Elle est là, vivante, aux Jeux Olympiques, moins d'1 an après avoir failli mourir en mer. Après Rio, tout s'accélère pour Yousra. En mai 2017, elle est nommée ambassadrice de bonne volonté du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, la plus jeune de l'histoire. Son rôle, plaider pour les droits des réfugiés, montrer que ces gens ne sont pas que des victimes et qu'ils ont des talents, des rêves et une dignité. Et puis, en 2021, elle se qualifie à nouveau pour les Jeux Olympiques, Tokyo. Cette fois, elle est porte-drapeau de l'équipe olympique des réfugiés à la cérémonie d'ouverture. Elle nage à nouveau le 100 mètres papillon. Encore une fois, elle n'atteint pas les demi-finales, mais encore une fois, c'est vraiment pas le sujet. De vendeur à la sauvette au plus grand contrat NBA. Ils quittent leur ville natale avec l'espoir d'un nouveau départ. Mais une fois arrivés en Grèce, le rêve se brise vite. Pas de papiers en règle, pas de travail stable, aucune reconnaissance, juste la précarité qui s'installe. Alors pour tenir debout, la famille entière s'organise et se serre les coudes. Yanis Antetokounmpo et son frère Thanasis deviennent vendeurs à la sauvette dans les rues d'Athènes. Des montres, des sacs à main, des lunettes de soleil, tout ce qui peut rapporter quelques euros pour nourrir la famille. Et le pire, c'est que même en bossant comme ça, la bouffe manque régulièrement. Yanis raconte qu'il partait souvent à l'école sans avoir pris de petit déjeuner. Ensuite, il s'entraînait au basket jusqu'à 23h, l'estomac vide, et ne mangeait son premier repas qu'après l'entraînement. Et puis, ce n'est pas tout. En tant qu'enfant d'immigrants sans papier, Yanis est apatride. Pas de citoyenneté grecque, pas de papier, techniquement, il n'existe pas. Yanis découvre le basket assez tard, vers 12 ou 13 ans. À cet âge-là, la plupart des futurs pros jouent déjà depuis des années, mais pas lui. Pourtant, très vite, il comprend que ce sport peut changer sa vie. En 2007, il rejoint le club grec Philathlétikos.
À l'époque, c'est un gamin maigre de 1m96 pour 89 kg, rien de bien impressionnant. Mais son potentiel, lui, commence à faire parler. Les observateurs du basket européen remarquent ce jeune grec au physique atypique et aux capacités hors normes. À 18 ans, Giannis se rend éligible pour la draft NBA. Et là, coup de théâtre, les Milwaukee Bucks le sélectionnent en 15e position au premier tour. Il est désormais joueur professionnel dans la plus grande ligue de basket au monde. Mais même après son arrivée en NBA, Giannis garde ses habitudes d'avant. Il ramasse les vieilles chaussures Nike que les autres joueurs jettent à la poubelle. Pourquoi gaspiller alors qu'on peut réutiliser? Cette mentalité, c'est celle de quelqu'un qui a connu la vraie galère et qui n'oublie pas d'où il vient. Puis vient décembre 2020. Giannis signe une prolongation de contrat complètement folle avec les Milwaukee Bucks. 5 ans pour 228 millions de dollars, le plus gros contrat de toute l'histoire de la NBA. Au total, avec son engagement sur 6 ans, on parle de 256 millions de dollars avec une clause qui lui permet de toucher 51,9 millions pour la seule saison 2025-2026. Mais Giannis ne s'arrête pas là. En juin 2019, il devient le premier athlète international né et élevé en Europe à recevoir une chaussure signature de basket chez Nike. La Nike Zoom Freak One débarque quelques semaines après son premier titre de MVP de la saison régulière. Et ces chaussures, c'est pas juste un produit marketing, c'est un hommage à sa famille. Sur la semelle extérieure, vous trouvez les noms de ses parents, Véronica et Charles. Son père, décédé en 2017, est particulièrement honoré. On retrouve la phrase I'm my father's legacy inscrite dans le motif de traction, avec 3 grandes roses en hommage à Charles qui adorait les roses. Les 4 frères Antetokounmpo sont représentés par les sangles de maintien à l'avant du pied. Un système de maintien aussi résistant que les liens familiaux, c'est beau, non? Mais l'histoire culmine en 2021, quand Giannis mène les Milwaukee Bucks à leur premier titre NBA depuis 1971, 50 ans d'attente terminés. Dans le 6e match des finales face aux Suns de Phoenix, Giannis livre une performance légendaire. 50 points, 14 rebonds, 5 contres, victoire 105-98. Il remporte le titre de MVP des finales. Et il entre dans l'histoire en devenant le 3e joueur de tous les temps à remporter le MVP de saison régulière, le MVP des finales et le titre de meilleur défenseur de l'année au cours de sa carrière. On espère que cette vidéo vous aura plu, alors n'hésitez vraiment pas à afficher votre soutien en commentaire et pourquoi pas en lâchant un like et un abonnement. C'était Ikusen et Trikim, ciao tout le monde.